Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous en ce dimanche soir. On commence tout de suite par les actualités sportives. Antananarivo a remporté la Coupe du Président contre Tuamasin cet après-midi au stade Barea sur le score de 1-0, but marqué à la 85e minute du jeu. Le président Andjarazuelen et son fils ont assisté à ce match et a remis le trophée ainsi qu'un chèque de 20 millions d'ariars pour Antananarivo et 10 millions d'ariars pour Tuamasin. Ce match entre dans le cadre de la préparation des Jeux des îles qui se tiendront dans 5 jours. Après Fianarantsoa, hier, où 18 athlètes se sont relayés pour l'emmener de l'aéroport à la mairie, c'est au tour de Tuamasin cet après-midi d'accueillir la flamme des Jeux des îles de l'océan Indien. La population était venue en masse sur l'avenue de l'Indépendance. 23 athlètes se sont relayés à Mbalamanas, Salazamai, Mourafen, Inkirir, Tanambos 5 et au CRJS. À noter que les jeunes de Tuamasin sont réputés dans de nombreuses disciplines sportives. Dans les actualités également, 46 338 candidats sur les 80 862 inscrits, soit 57,31%, ont réussi au baccalauréat à Antananarivo. La délibération s'est déroulée cette nuit. Les résultats étaient visibles via les opérateurs téléphoniques depuis cette nuit, mais suite à des consignes émanant de l'université d'Antananarivo, cela a été suspendu jusqu'à l'affichage des résultats dans les centres. Les détails. Nombreux sont venus auprès des centres d'examen depuis ce matin pour voir les résultats du baccalauréat. Mais cela n'a été publié que vers 16 heures. La délibération s'est terminée cette nuit et les résultats étaient visibles via les opérateurs téléphoniques depuis minuit, mais suite à des consignes émanant de l'université d'Antananarivo, cela a été suspendu jusqu'à la publication officielle. Concernant les résultats, Antananarivo a enregistré un taux de réussite de 57,31%, soit 46 338 admis sur les 80 862 inscrits, dont 56,58% pour l'enseignement général et 66,91% pour l'enseignement technique. Pour la série A1, le taux de réussite est de 65,57%. Pour la série A2, 59,67%. Pour la série L, 68,82%. Pour la série C, 55,33%. Pour la série D, 48,16%. Pour la série S, 34,62%. Pour l'OSE, 55,18%. Et pour l'enseignement technique et professionnel, 66,80%. Et pour le technique technologique, 68,79%. Et toujours dans le domaine de l'éducation, l'examen du CEPE aura encore lieu pour cette année scolaire 2023-2024. Selon le calendrier publié par le ministère de l'Éducation nationale, les inscriptions se tiendront du 22 janvier au 22 mars 2024. Reportage. Le premier examen officiel, le CEPE, pour l'année scolaire 2023-2024, se tiendra le 18 juin 2024. Les inscriptions au niveau des écoles se feront du 22 janvier au 22 mars 2024. Ainsi, bien que la loi sur l'orientation générale de l'éducation, mentionnant la suppression du CEPE en 7e et la mise en place d'une nouvelle évaluation en 6e, ait été promulguée par le président de la République le 30 janvier 2023, cet examen aura encore bel et bien lieu selon le calendrier publié par le ministère de l'Éducation nationale. Toujours d'après ce calendrier, le BEPC se tiendra début juillet. Les inscriptions se feront du 5 février au 5 avril 2024.
Pour le CAEEP et le CAPEP, les inscriptions auprès des chefs Cisco se feront du 29 avril au 12 juillet 2024. Dans la page culturelle, Karoja chez les aînés et Rebecca chez les juniors, ce sont les voix d'or pour cette 7e édition. Elles ont gagné chacune un voyage à Dubaï. Reportage. La finale de la Voix d'Or hier avait pour thème les bandes originales de films et de dessins animés pour la première partie et les chansons malgaches célèbres pour la deuxième partie. Birds don't just fly, they fall down. Ne parlons pas de Bruno, no, no, no. Ne parlons pas de Bruno. Mais le jour de mon mariage, je me faisais belle et belle au bout d'un nuage dans le ciel. Bruno survint avec un rire malade. Ton rêve demain, le soleil brillera toujours, même si ton cœur a l'âme en peine, il faut y croire quand même. Hormonal, ne t'oublie pas, tu ne dois pas pleurer, même si je suis très loin de toi, tu restes dans mon cœur. Pour la première partie, Michael, Karoja et Nanjian, chez les aînés, ont été sélectionnés par les jurys pour poursuivre la compétition. Có bé fan di feranga citiano Comanda zalwa chulo fotiatia no Dorin jimbe te mano lunai Tabtala kale ver fanai Velo fasambarana Manuriti na vazaku Maitaiti mas no wawe Hefia no finidi No de giza matapa miak mape Sino tako no honore ka puntale Pasami mana na nita di kana Sauma bitanza kalena tuko no anale Dai tu tu gasana ya Ueze misiana Te dikwisiai asha. Chez les juniors, les 4 candidats ont tous été sélectionnés. Après une rude compétition, Karoja et Michael ont été sélectionnés pour le dernier duel.
soudain se pose sur leur cœur en fait un papillon rose et rien pas grand-chose. Rebecca et Tiffany, quant à elles, ont été sélectionnées chez les juniors. Au final, grâce à leur interprétation et leur technique, Karoja et Rebecca ont remporté la micro d'or de la 7e édition de la Voix d'or organisée par Viva. Elles ont gagné un séjour à Dubaï. Quant à Michael et Tiffany, ils partiront à Nosy-Be pour une semaine. Et puis Madagascar a obtenu une médaille de bronze lors du championnat d'Afrique de karaté-do qui s'est tenu au Maroc. Les karatékas sont également prêts à affronter les Jeux des îles. À cet effet, nombreux sont les sponsors qui soutiennent ces athlètes. Fin de Sena Mireille sur les images de Yves Janel. Ayrton Ramanchandjason, dans la catégorie cadet-kata, un karatéka malgache habitant en France, a défendu les couleurs de Madagascar au championnat d'Afrique qui s'est tenu au Maroc depuis le 14 août jusqu'à aujourd'hui. Il a remporté la médaille de bronze. 2 arbitres malagasy ont également réussi l'examen de qualification internationale à cette occasion. Par ailleurs, les karatékas malgaches sont prêts pour les Jeux des îles de l'océan Indien organisés à Madagascar. Les sponsors sont nombreux à soutenir ces athlètes. La construction du monastère qui se trouve dans la commune de Fionan, district d'Akazbe, sera achevée au mois d'octobre. Cette infrastructure renforce la coopération sino-malagasy. Une séance de prière s'est tenue ce jour. Rajasana Mirai, Yves Janel. La construction de ce monastère qui se trouve à Njanvelen, commune de Fionan, district d'Akazbe, a duré 3 ans. Cela a été fait manuellement, sans engin mécanique. Elle sera entièrement achevée au mois d'octobre, selon les prévisions. Environ 70 moines y méditeront et y travailleront pour la population. Environ 700 jeunes malagasy bénéficieront de cette infrastructure. Aujourd'hui, une séance de prière s'est tenue sur place. L'existence du monastère renforcera également la relation sino-malagasy, spécialement au niveau culturel. Dans les actualités internationales, au Niger, le général Tiani a pris la parole hier. L'homme fort de la junte a promis une période de transition de 3 ans minimum avant un éventuel retour du pouvoir aux civils. Dans le même temps, une délégation de la CEDEAO s'est rendue à Niamey et a rencontré des putschistes, mais aussi Mohamed Bazoum, détenu depuis son renversement le 26 juillet. France 24. À la télévision, le général Tiani fixe sa feuille de route. L'homme fort de la junte convoque un dialogue national. Les forces vives qui y seront conviées s'attelleront dans un délai de 30 jours à formuler des propositions concrètes devant conduire 1. À définir les principes fondamentaux devant régir notre transition. 2. À définir la priorité de la transition dont la durée ne saurait aller au-delà de 3 ans. Abdourahmane Tiani écarte un possible départ tout en affirmant ne pas vouloir confisquer le pouvoir. Le général se dit ouvert au dialogue. À l'aéroport de Niamey, une délégation menée par l'ancien président nigérian Aboubakar a été reçue par le premier ministre de la junte. L'occasion d'enfin s'entretenir avec Mohamed Bazoum. Sur ces images filmées par la télévision nigérienne, le président renversé apparaît souriant, mais d'après une source de la CEDEAO, il n'a toujours pas accès à l'électricité. Un effort diplomatique alors que l'organisation ouest-africaine menace d'employer la force contre les putschistes. Dans son discours, le général Tiani a mis en garde ses voisins. Si une agression devait être entreprise contre nous, elle ne sera pas la promenade de santé à laquelle certains croient. En effet, ils trouveront face à eux 26 millions de Nigériens. La CEDEAO dit avoir fixé la date d'une potentielle intervention militaire, mais affirme privilégier la voie du dialogue.
Les feux continuent de brûler les forêts du nord et de l'ouest du Canada et des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées. Samedi, les soldats du feu continuaient à lutter contre ces incendies d'une rare intensité. Alors que 14 millions d'hectares ont brûlé cette année au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a évoqué des temps incertains et effrayants. France 24. Au sommet des collines, ces énormes flammes. Dans la ville de West Kelowna, en Colombie-Britannique, les incendies de forêt ont été 6 fois plus importants que prévu, l'équivalent de 100 ans de feu, s'étendant sur quasiment 70 km². Jour et nuit, les pompiers sont à l'œuvre grâce à leurs canadaires. La ville est évacuée. Nos équipes travaillent dur et nous n'abandonnons pas. Mais ça va être une nuit difficile pour tous les habitants. J'ai demandé à près de 2500 personnes de quitter leur domicile et près de 6000 sont en alerte. Je leur ai demandé de se préparer et ce sera difficile pour eux. Cette nuit terrible pourrait être un avant-goût des jours à venir. Les vents sont de plus en plus forts. Un nombre conséquent de maisons a brûlé. Dans les rues de la ville, une couche d'air orangé. Les particules fines sont présentes partout. Cette année, c'est un peu plus effrayant que d'habitude et un peu plus près de chez nous. C'est comme si la qualité de l'air ressemblait à celle de Pékin toute la semaine. Je dois quand même aller au travail. À des centaines de kilomètres de là, au nord-ouest du Canada, à Yellowknife, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée pour les 20 000 habitants qui ont dû quitter leur maison. Les évacuations se font à bord d'avions d'urgence. C'est effrayant, je continue de pleurer. Je ne sais même pas combien de temps nous allons devoir nous absenter. Le Premier ministre salue l'esprit de solidarité des Canadiens et assure que le gouvernement continuera d'utiliser tous les moyens militaires nécessaires pour vaincre ces feux. Nous serons là dans les mois et les années à venir et nous continuerons d'assurer la sécurité des personnes, tout cela en reconstruisant partout où les pertes sont terribles. Depuis le début de l'année au Canada, près de 14 millions d'hectares de forêt ont été brûlés. C'est environ la superficie de la Grèce. Pour terminer, quelques 13,4 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce jour pour choisir leur président. Le scrutin se déroule plus de 10 jours après l'assassinat de l'un des principaux candidats au fauteuil présidentiel. France 24. Eh bien, c'est l'armée qui a commencé à mettre en place les urnes qui serviront pour les élections de ce dimanche. On a pu voir des images de soldats armés déchargeant les camions avec le matériel électoral pour une élection déjà hors norme dans ce pays secoué depuis ces dernières semaines par une vague de violence inédite. Armée et police confondus, c'est le déploiement d'environ 100 000 hommes qui est prévu pour la tenue de ce scrutin. Un scrutin qui non seulement désignera les 2 candidats au second tour de la présidentielle, mais qui également devra renouveler l'Assemblée nationale. D'ailleurs, 44 candidats ont demandé ces derniers jours la mise en place d'un système de sécurité. En ce qui concerne les électeurs, ces derniers sont invités à se rendre aux urnes uniquement munis de leur carte d'identité. Pas de sac autorisé à l'entrée. Les concentrations devant les bureaux de vote seront interdites, de même que la présence des vendeurs ambulants, si nombreux dans cette région du monde. Il n'y a pas eu de sondage depuis 10 jours, comme le veut la règle électorale de ce pays. Or, à cette date, le candidat Fernando Villavicencio était encore en vie. Donc on n'a pour le moment aucune idée des répercussions de cet assassinat sur le vote possible des électeurs. En mai dernier, lorsque le président Lasso a dissous l'Assemblée nationale, alors qu'elle s'apprêtait à voter une motion de censure à son encontre pour détournement de fonds présumés, on pouvait alors imaginer un retour du parti de l'ancien président Rafael Correa. Mais la violence de cette campagne pourrait réveiller un vote plus extrême. L'insécurité et la violence sans précédent qui sévissent dans le pays et qui sont attribuées par les autorités au crime organisé et au trafic de drogue sont sans aucun doute les principales préoccupations de la population. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et bonne soirée.